Je disais à l'entame de ce live-là que Faure Gnassingbé utilise le Togo pour faire ses business personnels. Et ce business personnel-là, ça ne profite qu'à lui et à ses amis, pas au Togo. Ce business personnel qu'il fait avec l'État ou les attributs de l'État ne lui permet pas de développer le Togo. Il s'en fout du Togo. Lui, il est à la tête du pays. Il utilise juste le pays pour faire ses affaires et ses affaires personnelles. Le reste, il n'a rien à foutre de nous. Il n'a rien à foutre. S'il y a un bijou de famille qu'il peut vendre à des amis à lui pour avoir ça, il vend. Le port autonome de Lomé, par exemple. Les banques, par exemple. Les mines, par exemple. Et tout ça, il essaie aux étrangers. La société IAS et tout ça, il essaie aux étrangers. Et lui, il prend sa part de commission où il a ses parts d'action qui sont cachées d'ailleurs. Et puis le reste, il s'en fout. Le pays peut tomber. Le pays peut végéter dans la pauvreté. C'est pas son problème. Et donc, il y a un dossier qui est sorti. Un très bon dossier avec des ramifications assez intéressantes sur ce qu'il est en train de faire du pays. Et je voudrais qu'on parcourt ensemble cet article-là. Et je vais vous expliquer un certain nombre de faits qui sont cachés dans cet article-là. Et vous allez comprendre ce qui se passe avec notre pays. Le Togo est devenu une base arrière d'une mafia sans visage, où tous les individus les plus sales, les plus recherchés, les bandits de grand chemin, trouvent un refuge chez nous. Et à partir de chez nous, ils vont faire leurs affaires et ils ramènent l'argent et se partagent sur le dos de la République. On utilise les attributs, le sceau de la République pour se faire des affaires personnelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même sur recommandation du FMI, Faure n'a jamais accepté de déclarer ses biens, ni ses collaborateurs. Parce que s'il déclare ses biens, c'est une brèche dans laquelle on va rentrer. Vous comprenez pourquoi? Il applique une partie des recommandations de la Banque mondiale et du FMI en augmentant le carburant, mais il refuse d'appliquer notre partie qui consiste à ce que lui, il déclare ses biens. S'il était un chef d'État qui déclarait ses biens, on aurait pu se poser la question, où est-ce qu'il a trouvé autant d'argent pour célébrer son anniversaire avec des jets privés qui sont allés chercher les invités un peu partout? C'est sur le dos de qui? Donc, on va parler de ce dossier et vous allez voir réellement ce qui se passe ce qui se passe à partir du Togo et de toute notre région. Et vous allez voir dans quoi Faure il met le Togo. Donc, on y va. Technique. Le grand titre. Voilà. Enquête. Voilà. Enquête de l'uranium à la finance, les missions secrètes d'Alexander Zingman au service de Vladimir Poutine. En fait, l'enquête tourne autour d'un personnage. Un personnage qui a des liens avec plusieurs chefs d'État africains. Et avec ce personnage-là, c'est un business qui se passe derrière et des affaires louches qui se font. Donc, la personne principale de ce lien-là, autour duquel gravit tout ça, c'est Alexander Zingman. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on va aller au Kyrgyzstan. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Actif sur le continent depuis une dizaine d'années, donc c'est le personnage, donc c'est Alexander. L'homme d'affaires américano-biélorusse. Donc, il a deux nationalités. Il a une nationalité américaine et la nationalité biélorusse. Jusque-là, habitué de la RDC, donc il bossait dans les Grands Lacs et au Zimbabwe, opère une réorientation stratégique vers de nouveaux marchés d'Afrique francophone. Du Togo à Madagascar, cet homme de l'ombre s'impose sur des dossiers ultra sensibles à la lisière de la diplomatie des affaires et du renseignement en lien étroit avec le Kremlin. C'est l'introduction. Lundi 2 mars 2026, donc récemment, Lomé, palais présidentiel, une berline dépose un quinquagénaire vêtu d'une veste froissée sur un t-shirt noir, l'œil torve, derrière de fines lunettes, collier de barbe grise sur un visage impassible. Donc, le journaliste qui écrit l'article ou les journalistes qui écrivent l'article sont suffisamment bien renseignés. Donc, ils décrivent l'audience que Faure a accordée à cet individu. Ça veut dire que ce personnage, ça veut dire qu'il y a des gens très très proches qui les ont renseignés. Et donc, ce visiteur a la démarche assurée est arrivé 2 jours plus tôt en jet privé. Donc, le monsieur est arrivé au Togo en jet privé. Il se présente au protocole étant son passeport bleu estampillé du sceau de son pays natal, la République de Biélorussie. Vous vous rappelez qu'au mois de février, il y a eu un ministre, une délégation de la Biélorussie qui a séjourné au Togo pendant 3 jours. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, la République de Biélorussie, la page 3 est mise le 4 mai, machin, d'une validité. Son identité, Alexander Zingman. Sous les ordres de la présidence, il retrouve le milice biélorusse des affaires étrangères, Maxime Ryzenkov, débarqué quelques heures plus tôt dans la capitale togolaise. Voilà. Donc, le ministre des Affaires étrangères biélorusse était à Lomé en mars. Donc, lui, il est venu rejoindre la délégation. Et ce ministre des Affaires étrangères russe et biélorusse était à Lomé, beaucoup plus en compagnie de M. Gbengbeni Leba, qui est le ministre de l'Agriculture, et Beau Gendrou, beau-frère de Faure Gnassingbé. Et vous allez voir pourquoi la personnalité de Gbengbeni est importante. Les deux hommes se saluent chaleureusement et dévissent à voix basse. Avant d'être reconduits dans le vaste bureau du président du conseil, donc Faure Gnassingbé, qui l'accueille avec attention, le chef de la diplomatie biélorusse, dépêché pour la première fois au Togo par son président Alexander Loukachenko. Alexander Zingman a droit à l'accolade et reste en retrait. Et donc, comme c'est un homme de l'ombre, il ne veut pas que les caméras le prennent. Donc, il est arrivé, Faure reçoit le ministre biélorusse des Affaires étrangères et lui, il est en retrait. Vous voyez, lui, il est en retrait. Comme pour mieux observer cette scène qu'il a orchestrée dans l'ombre. Donc, c'est lui, en fait, qui est l'entremetteur. C'est lui qui a organisé la rencontre et l'arrivée du ministre des Affaires étrangères biélorusse au Togo. Il assiste à l'entretien avant de s'évaporer par une porte latérale au moment de la photographie suivie d'une conférence de presse. Donc, il assiste à tout l'entretien et au moment de prendre la photo, lui, il sort pour ne pas apparaître sur les photos. Puisque c'est un homme de l'ombre. Il fait à la fois, c'est un apporteur d'affaires
d'affaires, mais aussi c'est un agent de renseignement. Officiellement, à la tête d'une société de vente de matériel agricole établie à Dubaï, donc Astrad, c'est sa société. Et à Dubaï, là-bas, vous verrez les traces d'une certaine Abira Bonfo, qui a créé aussi des sociétés là-bas et qui a aussi un réseau de liens jusqu'à Milan. On en reviendra plus tard. Depuis Brazzaville, en passant par Oman, pour passer par Dubaï, pour atterrir à Milan, vous avez les traces d'une certaine Abira Bonfo, très proche de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui officie sous les radars. Mais on la suit. Donc l'homme d'affaires dispose aussi de la nationalité américaine. Aux États-Unis comme en Europe, Alexander Zingman a jusque-là réussi à échapper à toute sanction et condamnation judiciaire. Donc c'est un individu sulfureux qui est sous les projecteurs des Américains et des Européens. Il s'est pourtant retrouvé dans le radar des autorités de Washington, et ce malgré l'intense lobbying mené par son ami ukrainien Vlada Galan du cabinet BGD Legal and Consulting, constitué par son avocat américain Daniel Del Nero. Privilégiant son passeport biélorusse et ses réseaux russes, Alexander Zingman s'efforce de laisser le moins de traces possible de ses déplacements sur le continent africain, où il opère depuis une dizaine d'années. Une précaution renforcée depuis son arrestation à Lubumbashi en 2021 par les services de sécurité du président congolais Félix Tshisekedi. Donc, il avait été arrêté par les services de renseignement de RDC de Félix Tshisekedi, parce que c'est un individu sulfureux, suspicieux à l'égard de cet entrepreneur proche de l'ambassade russe à Kinshasa, mais aussi de son prédécesseur Joseph Kabila et de son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Ce dernier apprécie cet apport d'affaires, également consul honoraire de la Biélorussie à Harare, où il joue un rôle central dans le secteur du diamant et retrouve de temps à autre Joseph Kabila. Donc c'est un individu qui est aussi consul honoraire de la Biélorussie à Harare. Et vous savez que cette histoire de consul honoraire, ça cache beaucoup d'activités mafieuses. Alexander Zingman a par ailleurs facilité la relation désormais privilégiée du dirigeant zimbabwéen avec Alexandre Loukachenko dans son pays russe. Depuis 3 ans, le businessman américano-biélorusse gravite aussi dans le premier cercle du président kenyan William Ruto, tout en soignant ses liens privilégiés avec le Nigérian Bola Ahmed Tinubu. Donc William Ruto, pourquoi? Parce que il est au service de William Ruto. Et quand je lis ce passage-là, ça fait tic dans ma tête. Ça fait tic dans ma tête parce que il est à la fois avec Faure, il est aussi avec William Ruto. William Ruto qui avait pour conseiller ou apporteur d'affaires un certain Bertin Agba. Et Bertin Agba, quelques jours avant son décès, revenait de la Chine d'un voyage avec les autorités du Kenya. Vous voyez? Donc cet individu, il est à la fois proche de Faure, il est aussi proche de William Ruto. C'est un agent de renseignement, c'est un homme de l'ombre, c'est un homme d'affaires. Et Bertin Agba était en Chine avec les autorités kenyanaises, et c'est au retour de la Chine qu'une semaine après, il a été empoisonné, qu'il est mort. C'est juste un aspect que je veux évoquer avec vous. C'est une piste. Encore peu habitué à l'Afrique francophone, donc il était avant dans l'Afrique anglophone, Alexander Zingman quitte depuis un peu moins de 2 ans son immense et fastidieuse demeure en périphérie de Minsk, donc en Biélorussie, pour se rendre de manière régulière et secrète à Lomé. Donc Alexander Zingman, il va de plus en plus à Lomé. Secrètement, il vient à Lomé. Donc il vient voir Faure secrètement à Lomé. Le plus souvent, il voyage avec son fidèle ami, compagnon de route et de cellule, l'entrepreneur compatriote Oleg Voldvik, 40 ans, en juin, à bord de son avion personnel. Un Embraer Legacy 600 immatriculé à Aruba. Dans la capitale togolaise, Faure Gnassingbé lui a mis à disposition une résidence à la cité Oua. Donc ce monsieur sulfureux, qu'il vient au Togo de façon secrète avec un de ses collaborateurs, avec qui ils ont fait la prison en RDC et qui sont dans les affaires un peu sulfureux, Faure a mis à sa disposition une résidence à la cité Oua. Donc quand il vient au Togo, il ne reste pas à l'hôtel, il reste à la cité Oua. Donc quand tu es à la cité Oua, personne ne te regarde, ni vu ni connu. Donc le soir, tu retrouves ton hôte, et puis autour d'une vodka, vous faites vos affaires, vous tissez vos liens, et puis bon, chacun repart, ni vu ni connu. Donc c'est comme ça que la mafia opère. Les mafiosos, ils ne descendent pas souvent à l'hôtel. Ils arrivent dans un pays, on leur aménage une résidence privée, ni vu ni connu. Le soir, ils retrouvent leur hôte, et puis ils discutent, ils scellent les accords, et puis ils repartent. Donc au Togo, monsieur Alexander Zingman a une résidence permanente à la cité Oua, où une villa est mise à sa disposition. Les Togolais qui payent les impôts n'ont pas de résidence à la cité Oua, mais les bandits de grand chemin, eux, ils ont des résidences à la cité Oua. Et donc, le journal qui a fait l'enquête l'interroge. Donc, Alexander Zingman assure à Africa Intelligence avoir fait la connaissance de Faure Gnassingbé il y a une dizaine d'années, avant de fournir, et affirme avoir fourni au Togo des équipements agricoles et des bus. Voilà un élément fondamental. Les bus, vous vous rappelez que quand j'étais encore au Togo, on avait écrit un article
sur les bus de Sotral, les bus de 1970 là, que vous avez à Lomé, les bus de l'époque de la guerre, je sais pas. Donc, il dit, et à l'époque, les bus sont venus de ce pays-là, ces gens de pays de l'Est, Biélorussie. Donc, il dit, c'est lui qui a fourni les bus. Donc, vous voyez, on a pris de l'argent du Togo pour aller acheter des bus inadaptés à notre pays. Vous voyez les bus qu'on achète dans les pays voisins, vous voyez les bus modernes. Au Togo, c'est ce qu'ils sont partis acheter. Des bus de 1900, je sais pas, 1900 Pelébé. Quand ces bus circulent à Lomé, vous avez honte. Vous voyez ces bus-là, vous avez honte. Les bus de Sotral. Je sais pas si la technique a une image pour nous montrer ces bus-là. On avait déjà écrit un article au niveau de l'alternative sur ces bus-là, la provenance de ces bus-là. Et on avait mis en exergue le fait que la transaction était floue. C'était opaque. On ne savait vraiment pas qui était derrière ces transactions, comment est-ce que ces bus sont atterris au Togo et moyennant quoi. C'était des bus qu'on utilisait pour amener des soldats sur les champs de guerre en Biélorussie. Vous voyez, les soldats, quand ils partent en guerre, quand on veut les amener sur les champs de guerre, ils n'ont pas besoin de bus modernes. Des bus vraiment, on les ramasse seulement dans les bus. Donc, il avoue, il dit, voilà, on ramasse pour prendre les prisonniers, merci, qu'il a fourni des bus au Togo et du matériel agricole. C'est important, la question du matériel agricole, parce que je venais de dire que les Biélorusses qui étaient à Lomé en mars, ils étaient beaucoup plus avec le ministre de l'Agriculture, monsieur Bengbeni. Bengbeni qui est aujourd'hui un cache-cesse des affaires de Faure Gnassingbé. Et donc, on sait que Bengbeni et Faure Gnassingbé, puisqu'ils ont des alliances de famille, Bengbeni a épousé la sœur de Faure Gnassingbé, la demi-sœur, donc la grande sœur de Patia Gnassingbé. Ils sont dans les affaires avec la Biélorussie pour commander des tracteurs et des engrais et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ils font des choses comme ça. Ils avaient aussi importé des MiG avec des mercenaires biélorusses qui étaient à Dapao pour piloter les MiG. Donc, il avoue avoir fourni au Togo des équipements agricoles et des bus. Il apparaît néanmoins dans son entourage proche seulement depuis 2024 et fréquente certains de ses amis comme le millionnaire burkinabé Mahamadou Boukoumou, établi en partie à Lomé. Au gré des entretiens au palais présidentiel et de dîners privés, le chef de l'État togolais est séduit par cet homme, hableur, au rire poteleux, qu'il tutoie et appelle Alex. Il apprécie ses histoires contées dans un français approximatif, teinté d'un fort accent slave sur ses puissants amis dans le premier cercle de Vladimir Poutine et de son homologue de Minsk, Alexander Zygman, n'arrive jamais les mains vides. Donc quand il arrive au Togo, il ne vient pas les mains vides, il apporte des cadeaux à Faure. Outre de luxueux cadeaux, il n'oublie jamais d'offrir des bouteilles de vodka parmi les plus prestigieux de son hôte. Donc quand il vient au Togo avec plusieurs cadeaux, il n'oublie jamais la vodka. Donc il apporte les meilleurs vodkas. Donc notre Faure Gnassingbé, il adore la vodka. Et qu'il initie aux subtilités géopolitiques de la région et plus particulièrement les juntes de l'Alliance des États du Sahel, dont l'isolement relatif recèlerait d'opportunités commerciales. Donc, vous imaginez donc, Faure dit à Alexandre Zygman que l'isolement des trois pays de l'AES l'isolement des trois pays de l'AES recèle des opportunités commerciales qu'ils peuvent utiliser. Donc, ça veut dire qu'ils veulent faire les affaires. Donc, c'est une opportunité. Les problèmes que rencontrent les pays de l'AES, c'est une opportunité de business pour eux qu'ils peuvent saisir. Et vous allez comprendre tout à l'heure avec l'histoire de l'uranium. Et donc, un dossier particulièrement sensible va d'ailleurs s'inviter dans leur conversation et sceller leur rapprochement. Le projet de vente par le Niger de plus de 1000 tonnes d'uranium concentré, aussi appelé Yoloke. Alors, pour revenir sur le cas de Alexander Zygman, vous vous rappelez de cette visite de Faure au Kirghizistan, dont on va voir les photos avec la technique. Voilà Faure avec ses ministres qui étaient au Kirghizistan. Et donc, ce voyage au Kirghizistan, je sais pas comment vous l'appelez, bon, moi, Kirghizistan, voilà. Et donc, ce voyage dans ce pays-là, que je n'arrive pas à prononcer facilement, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Et qu'est-ce qui a été vraiment dit là-bas? On a vu les ministres qui sont venus sur une table signer des documents, comme quoi le Togo scelle des partenariats avec ce pays-là. Mais ce voyage, on apprend aujourd'hui, voilà, donc le Robert Doucet qui, Sina Lawson, qui signe des documents, et qui échange des documents. Et je vais vous montrer un scoop tout à l'heure, qui échange les documents. Vous voyez ça? Voilà, tous ces ministres-là, tout ça, c'est un scénario, hein. Tout ça, c'est un maquillage. Aucun des ministres qui échangent ces documents-là signés n'ont jamais lu le document. Et tous ces documents-là, c'est du théâtre. Le sujet pour lequel ils sont allés là-bas, c'est entre Faure, c'est Zygman qui a organisé la rencontre. C'est Alexander Zygman là qui a organisé la visite au Kirghizistan. Mais le sujet pour lequel ils sont vraiment allés, ça ne se trouve pas dans les documents que vous voyez là. Les documents là, c'est juste des papiers. On a dit on appelle chaque ministre, on dit viens signer et puis tu échanges. Et ils ont échangé. Aucun ministre ne sait ce qui est dans le document. Et il n'y a rien dans le document. Vous voyez? Mais le vrai sujet pour lequel ils sont allés, c'est entre Faure et le président que vous voyez et Zygman. Donc vous voyez comment on utilise l'État, on utilise l'argent de l'État pour aller faire les affaires personnelles. Et pour ce voyage du Kirghizistan organisé par Alexander Zygman, la délégation togolaise est partie avec 2 avions, 2 jets privés. Faure lui-même, il est parti avec son jet. Et dans son jet, il y avait Bengbeni et
et quelques amis à lui. Et les ministres sont partis aussi avec un autre jet. Les 8 ou 9 ministres ou 10 ministres étaient dans un autre jet. Et comme la distance est très longue, il faut pratiquement combien d'heures pour aller? Parce que je vous avais dit, s'il fallait aller au Kyrgyzstan, il faut passer par Paris. Et de Paris, il faut prendre un vol de plus de 8 heures pour aller au Kyrgyzstan. Donc, ils n'ont pas pris ce chemin. Ils ont pris un vol direct avec un jet. Et le jet dans lequel les ministres étaient, selon mes informations, ce voyage a coûté plus de $110 000 de location du jet. Plus de $110 000 de location du jet pour les ministres. Et Faure était aussi dans son propre jet. Donc, il y a deux jets qui ont amené la délégation là-bas. Le jet qui a amené les ministres le matin et le jet qui a amené Faure, Bengbeni et ses proches l'après-midi au Kyrgyzstan. Et donc, tous ces ministres qu'on a amenés là-bas, c'est pour maquiller ce qu'ils sont vraiment allés faire. Et c'est cet Alexandre Zingman qui a organisé cette rencontre-là. Ça, c'est un détail. Depuis le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum en juillet 2023, le général Abdoulaye Tiani cherche activement à écouler ce stock d'uranium dont le groupe nucléaire français Orano revendique des 2/3 de la propriété. En mars 2024, une piste iranienne, c'est important, je vais revenir sur la piste iranienne tout à l'heure. Une piste iranienne parce que quand on parle de l'uranium russe, l'uranium plutôt du Niger, les Russes n'en ont pas besoin. Et vous savez pourquoi? Parce que la Russie a beaucoup d'uranium. La Russie n'a pas besoin de l'uranium russe du Niger. La Russie n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Nous sommes d'accord. Elle n'en a pas besoin. Les Français, oui, parce qu'il y a un contrat qui les lie. Mais la Russie n'a pas besoin de l'uranium russe. L'uranium du Niger. Mais l'Iran, oui. Et je vais faire le développement tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. L'Iran, oui. Et on va revenir tout à l'heure sur le double jeu que Faure Gnassingbé fait. Et le jeu qu'il fait. Et donc, en 2024, une piste iranienne était même envisagée pour la cession de 300 tonnes avant que l'administration américaine n'intervienne auprès de Niamey, comme l'a révélé machin. En juillet 2025, le général Tiani, confronté à une situation économique dégradée, aborde alors ce sujet avec le ministre russe de l'énergie, Sergei Tivilev. Ce dernier est venu sur place pour avec une importante délégation comptant des responsables de Rosatom qui ont signé à cette occasion un protocole d'accord avec le Niger. Bon, je fais passer certaines choses. Le projet d'évacuer le Yoloket de la mine d'Arlit vers le Niger, puis vers le Burkina et enfin Lomé, d'où il serait acheminé vers la Russie par cargo. Donc il y avait ce navire-là, Shevchenko, qui était au large de Lomé, qui pouvait embarquer ce navire fantôme qui devait embarquer l'uranium. Si la dimension logistique et sécuritaire d'une telle opération demeure complexe, Faure Gnassingbé est disposé à plancher sur le scénario d'un transit par la capitale togolaise en vertu d'un accord de coopération signé en 2025 avec Moscou qui prévoit notamment l'utilisation de leur installation militaire maritime respective. Une manœuvre qui s'annonce délicate, mais aussi potentiellement lucrative et qui doit rester strictement confidentielle, y compris pour l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, cette transaction qu'il voulait faire, dont Faure est le parrain de l'uranium, il la voulait très confidentielle, y compris même cacher ça à l'AIEA, donc l'Agence qui s'occupe de l'énergie atomique. Donc, c'est une opération de voyous, vous voyez? Et donc, le gendarme mondial du nucléaire dépendant des Nations Unies, Faure Gnassingbé s'amoure, donc Faure Gnassingbé parle du sujet à Alexander Zingman, qui prétend pouvoir aider à réunir des investisseurs biélorusses et russes susceptibles d'acquérir ce stock à un prix légèrement inférieur à celui du marché. Donc, quand Faure parle de ce sujet avec Alexander, lui dit qu'il va trouver des acquéreurs biélorusses et russes, mais ils vont l'acheter à un prix inférieur à celui du marché. Pourquoi eux ils vont l'acheter? Ils vont l'acheter certainement pour le revendre à d'autres personnes, notamment à l'Iran. Il se montre convaincant au point que le président du conseil, donc Faure Gnassingbé, associe à la réflexion quelques relations de pleine confiance, comme son ministre de l'agriculture. Donc, son ministre de l'agriculture, donc Bengbeni, Legba Antoine Bengbeni, qui est le ministre de l'agriculture, au lieu de s'occuper des paysans, des potonculteurs, au lieu de s'occuper de la terre, au lieu de s'occuper des abattoirs qui sont dans cet état-là, lui, il fait du business avec Faure. Il couvre les business avec Faure. Tantôt, ils ont créé des sociétés grandes pour vendre des tracteurs. Tantôt, ils ont des trucs, je sais pas, avec des Russes pour vendre l'uranium du Niger. Donc, Antoine Bengbeni Legba, qui n'est autre que le compagnon de sa demi-sœur, Nathalie Gnassingbé. Donc, Nathalie Gnassingbé, c'est la grande sœur de Faure Gnassingbé. Il en parle aussi à la femme d'affaires Françoise Joly. Donc, il y a une autre qui vient dans l'affaire. Une intime devenue la conseillère spéciale du président congolais Denis Sassou Nguesso. Elle aussi séjourne très régulièrement à Lomé. Donc, Françoise Joly, qui est une conseillère de Denis Sassou Nguesso, elle aussi séjourne régulièrement à Lomé où elle bénéficie, à l'instar d'Alexander Zingman, d'une résidence mise à sa disposition à la cité OUA. Donc, cette dame qui est conseillère de Sassou Nguesso et qui est aussi dans l'entourage de Zingman, elle aussi, Françoise Joly, elle a une résidence à la cité OUA au Togo. Donc, elle arrive à Lomé, elle est là-bas. Donc, le président du conseil est proche de ces personnalités de l'ombre qui est connectée à Moscou, mais aussi à Bakou, Ankara, Abu Dhabi et coutumière des structurations de deals sensibles, des deals sensibles. Outre un passeport diplomatique congolais, donc la dame Françoise Joly, elle a un passeport diplomatique congolais, elle jouit aussi de la nationalité française. Il y a un autre larron qui arrive dans le réseau. Vous voyez régulièrement Mamadou Issoufou à Lomé, qui traîne avec Faure Gnassingbé. On se pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est tout le temps à Lomé? Lui aussi, il a une résidence à Lomé, à la cité OUA. Mamadou Issoufou, qui est l'ancien président du Niger. À Lomé, une autre figure de la vie politique nigérienne est mise dans le secret. Mahamadou Issoufou, aux grandes dames de son successeur Mohamed Bazoum.
Mahamadou, toujours retenu, machin. Tout en conservant ses fonctions à l'Union africaine, Mahamadou Issoufou s'est rapproché du pouvoir togolais de Faure Gnassingbé. Au cours de l'année 2025, il s'est progressivement installé avec une partie de sa famille et de ses conseillers à Lomé, dans une villa à lui attribuée, non loin de celle de Françoise Joly et de Alexander Zingman. Donc, ils sont tous au même endroit, à la cité Oya. Ils ont des villas qui se suivent. Donc, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, qui a travaillé pendant des années à Areva, qui est peut-être certainement un multimillionnaire. Lui aussi, sa famille et ses conseillers, ils sont à Lomé aux frais de l'État togolais. Donc, quand ils sont au Togo, c'est l'État togolais qui a mis une villa à leur disposition, qui les nourrit, qui leur donne des garde-corps, qui leur donne des véhicules, du carburant. Pendant ce temps, les Togolais souffrent. On n'a pas de l'eau dans les villages, il n'y a pas d'essence et tout ça. Les gens ont de la peine à vivre. Donc, Mahamadou Issoufou, il est à Lomé, dans la capitale togolaise. Il lui arrive d'être convié à dîner par Faure Gnassingbé. Écoutez très bien. Donc, Faure Gnassingbé convie généralement Mahamadou Issoufou à dîner et parfois lui affrète de temps à autre un jet privé pour ses déplacements. Donc, Faure, non seulement il héberge Mahamadou Issoufou au Togo, aux frais de la princesse, avec ses conseillers et sa famille, de temps en temps, Faure met à la disposition de Mahamadou Issoufou un jet privé pour ses déplacements. Donc, le jet privé payé par le trésor togolais. Donc, Faure met à la disposition de Mahamadou Issoufou un jet privé pour ses déplacements, de temps à autre, aux frais du Togo. Vous voyez pourquoi on n'a pas d'argent pour faire les routes, pour payer les bourses aux étudiants, pour augmenter les salaires et tout ça. Et tout ça, c'est pour des affaires personnelles. Hein. Donc, il lui arrive d'être confié à dîner par Faure Gnassingbé qui lui affrète de temps à autre un jet privé pour ses déplacements. Dans la capitale togolaise, Mahamadou Issoufou a aussi retrouvé Moutari Issa Moussa, surnommé MIM, un compatriote et homme d'affaires, lui aussi bien connecté à Faure Gnassingbé et qui lui est resté fidèle. Donc, il y a d'autres réseaux qui sont au Togo et ils sont ensemble. Avec d'autres, ce businessman aide l'ancien chef d'État à gérer une partie de ses actifs à travers une toile de circuit financier pour certains liés à des transactions passées dans le négoce d'uranium avec le groupe français Areva, ancêtre d'Orano. Bon. En septembre 2025, le chef de l'État togolais charge son ministre de l'Agriculture, Antoine Lebak Bengbeni, de se rendre à Niamey à bord d'un aéronef utilisant l'indicatif résidentiel, donc un jet. Si Alexander Zingman se défend de tout déplacement au Niger, il a été étroitement associé aux préparatifs de la mission d'Antoine Bengbeni à Niamey, où le responsable togolais a évoqué avec le général Tiani les paramètres concrets de la transaction. Donc, pour organiser la transaction de l'uranium par le Togo, Faure a envoyé à Niamey dans un premier temps son beau-frère ou son gendre, je ne sais pas, choisissez, qui est son confident pour aller négocier les contours de ce business-là avec Tiani. Le minerai doit être acheminé d'Arlit vers la capitale nigérienne, puis transporté par voie terrestre jusqu'au port de Lomé. Un parcours risqué, dont le convoi pourrait être exposé à des attaques des groupes armés djihadistes. Les près de 1000 tonnes de concentré d'uranium seront ensuite expédiées vers la Russie et la Biélorussie. Mise en garde de Paris. Donc, le mois suivant, Antoine Lebak Bengbeni se voit derechef sollicité pour une seconde mission à Niamey. Donc, il est reparti une deuxième fois. Au total, il effectue au moins 4 allers-retours pour affiner les modalités de l'opération. À chaque fois, Moutari Issa Moussa et l'ex-président Mahamadou Issoufou sont mis au courant et associés aux préparatifs de cette entreprise risquée. Tous deux prennent part à certaines réflexions ayant trait à la logistique et au montage financier idoine pour repartir, c'est pour partager les gains sur une transaction estimée au total à près de 200 millions de dollars pour les 1000 tonnes. Donc, on envoie Bengbeni à Niamey plusieurs fois pour rencontrer Tiani, mais on associe Issoufou et son associé qui est à Lomé pour discuter de la répartition de la commission qu'ils doivent se faire entre avec force sur les 200 millions de dollars qu'ils vont vendre l'uranium, leur part de commission. Vous voyez, donc ils utilisent le Togo pour ça. Et Faure lui-même, il va à Niamey pratiquement une fois par mois. Et donc, une société togolaise, écoutez très bien, une société togolaise, je vous ai dit qu'ils ont créé une société écran pour vendre l'uranium. Une société togolaise dédiée est constituée en fin 2025 afin de capter une part significative des revenus. Et plusieurs opérateurs sur le port de Lomé sont mobilisés. Et donc, la société qu'ils ont créée, c'est qui certainement Bengbeni et Faure Gnassingbé pour couvrir cette transaction-là. Et je vais vous démontrer dans la gravité de ce qu'ils ont voulu faire. Alexander Zingman propose la création d'une toile de véhicules financiers et introduit à Lomé plusieurs hommes d'affaires libanais actifs au Nigeria. Les contours de cet accord ont figuré au centre de la visite officielle de Faure Gnassingbé à Moscou à la fin du mois de novembre, durant lesquels le président du conseil togolais s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Un déplacement préparé en coulisses par Alexander Zingman qui a notamment organisé plusieurs rencontres et dîners privés entre Faure Gnassingbé et des oligarques proches du Kremlin. Avec Françoise Joly, devenue un relais stratégique de la Russie en Afrique francophone, Alexander Zingman a depuis conforté son statut de principal facilitateur entre Moscou et Lomé. Il travaille notamment à l'ouverture prochaine d'une ambassade au Togo de Russie au Togo, tout comme le déplacement officiel des Russes au Togo. Le plan secret d'exportation du yolé-cake nigérien s'est toutefois en partie éventé par les services de renseignement extérieurs français, donc la DGSE, ont découvert l'existence d'un deal discuté entre Faure Gnassingbé et la junte nigérienne. Donc les Français, donc les éléments de Macron, finissent par se rendre compte que Faure était en train de les jouer et que derrière les assurances que Faure donnait à la France, il faisait un deal secret avec d'autres éléments pour vendre l'uranium.
l'uranium, alors que le Niger et la France étaient en conflit autour de cette cargaison. Alors, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron fait? Il interpelle fort. À Paris, le président Emmanuel Macron s'en inquiète et aborde le sujet avec son homologue togolais en marge de la conférence des Grands Lacs consacrée à la situation dans l'est de la RDC, ouverte le 30 octobre 2025. Il lui rappelle que la majeure partie de l'uranium est la propriété d'Orano, dont les actifs au Niger ont été unilatéralement gelés par le gouvernement et que plusieurs procédures sont lancées en arbitrage. Le locataire de l'Élysée met en garde. Il met en garde l'implication de Lomé dans cette opération considérée comme la complicité de Bruxelles. Ici, c'est très important. C'est important pour que je vous explique quoi. Parce qu'il n'y a pas que seulement cette visite officielle à laquelle la question a été abordée. Macron a fait venir fort en France de façon officieuse pour le mettre en garde. En ce moment, il y avait le navire fantôme russe Shevchenko qui était au large des côtes togolaises. Nous avons fait un live là-dessus avec les Didi Milawe pour montrer la position du navire. Et donc, c'est ce navire qui devait charger l'uranium qui devait arriver à Lomé. Alors, qu'est-ce que les Français font? Les Français déploient sur la côte, au large des côtes togolaises, un navire de guerre. Les Français déploient au large des côtes togolaises un navire de guerre chargé d'arraisonner le bateau fantôme au cas où ce bateau chargeait l'uranium. Vous avez vu les opérations en haute mer là où la France, la Grande-Bretagne, tout ça arrête les bateaux russes, tout ça, qui sont des bateaux sous sanction. Et donc, les Français étaient sur le point, si Faure Gnassingbé passe en outre leur mise en garde et charge l'uranium, les Français devaient arrêter le bateau. Donc, il y avait un navire en mer, en haute mer, qui attendait pour arraisonner ce bateau-là. Autre chose plus grave, les Ukrainiens, ils surveillaient cette transaction-là. Et ces Ukrainiens étaient prêts à bombarder le port de Lomé de Buzron au cas où on chargeait cet uranium-là. Vous imaginez la gravité dans quoi former le Togo? Les Ukrainiens surveillaient cette opération et étaient prêts à droner une partie du port autonome de Lomé au cas où on chargeait ce navire-là. Vous voyez dans quoi il met le Togo? Pour lui, c'est son business personnel. Vous voyez dans quoi? Et donc, quand les Français haussent le ton, le mois suivant, Antoine Bengbeni se voit des chefs sollicités pour... Bon, voilà. Et donc, l'Élysée met en garde et Faure recule. Il comprend la gravité de la situation. Donc, il comprend la gravité de la situation. Et je continue la lecture de l'article. Sans reconnaître explicitement l'existence d'un plan secret avec Niamey, le président du Conseil du Togo tient à rassurer Emmanuel Macron et se dit disposé à réexaminer l'ensemble du dossier. Dans la foulée, une délégation d'Orano, accompagnée des représentants de l'État français, se rend discrètement à Lomé. Reçu par Faure Gnassingbé et ses équipes, les émissaires du groupe nucléaire français remettent un ensemble de documents juridiques détaillant les droits de propriété du groupe ainsi que les procédures contentieuses en cours. Cette intervention de Paris, écoutez très bien, cette intervention de Paris irrite Faure Gnassingbé qui se rend début décembre 2025 à Niamey. Il informe le général Tiani qu'il ne pourra plus finalement, pas du moins temporairement, faciliter l'exportation de la cargaison par le port de Lomé. Une volte-face qui agace et déçoit à son tour le chef de l'État du Niger, Tiani. Donc, quand les Français lui mettent la pression en envoyant la délégation à Lomé et tout ça, il a senti que c'était chaud et c'est tellement qu'ils lui ont dit que le navire de guerre était voilà, il y a le doyen qui me dit qu'il y avait aussi un sous-marin, voilà. Donc, le navire de guerre était en haute mer, donc il a senti que c'était chaud. Il se rend maintenant au Niger pour dire à Tiani que mon frère, c'est tellement chaud cette affaire-là, on ne peut pas vendre ça pour le moment, on attend un peu. Donc, Tiani aussi qui attendait vendre l'uranium pour avoir de l'argent, il se sent très déçu parce que le Niger était étouffé, le Niger cherchait de l'argent. Donc, il est très déçu. Donc, d'autant plus que le transfert du Yolo Cake depuis Arlit était en cours parce que Tiani était tellement sûr qu'ils avaient déjà démarré la transaction. Donc, on avait déjà commencé par cheminer l'uranium de Arlit vers Niamey pour ensuite prendre la route du Togo. Donc, Tiani est très déçu. Donc, à la fin du mois de novembre, sur le plan logistique, la tâche est confiée à l'homme d'affaires nigérien Bahi Mohamed, autrefois proche des anciens présidents Thomas Yahi Boni et surtout de Mohamed Bazoum. Donc, vous comprenez pourquoi Yahi Boni aussi est tout le temps Lomé. Avant de se mettre au service de tout ça. Donc, en coulisses, les discussions informelles se poursuivent afin d'envisager d'éventuelles compensations en faveur d'Orano. Faure Gnassingbé et son équipe dédiée, d'ailleurs, n'ayant pas totalement abandonné le projet. Donc, alors, je vous parle, Faure n'a pas abandonné le projet de vente de l'uranium, mais ils essaient de discuter pour voir si Orano peut laisser l'uranium, eux, ils vont lui faire une compensation. La transaction reste envisagée, conditionnée à un hypothétique accord compensatoire avec le groupe nucléaire français. Alors, plus récemment, en septembre 2025, Alexander Zygman, qui assure n'avoir aucun rôle dans la promotion de cet instrument financier, prend pas machin, tout ça, et le même appareil éteint ses balises. Donc, Alexander Zygman, quand il veut voyager, il éteint les balises pour ne pas être détecté. Ses balises pour ne pas se faire tracer, prend l'avion pour ne pas survoler l'espace européen de l'Union européenne. Il s'est rendu 3 jours de plus à Lomé. Là encore, ces opposants ont vanté le mérite de machin auprès du pouvoir local. Dans la capitale togolaise, Alexander Zygman navigue entre la finance virtuelle russe et le coupage d'uranium. Ce dont il se défend, tenant à assurer ne pas œuvrer pour le compte de Moscou et ou de Minsk. Plus récemment, en février, Faure Gnassingbé s'est rendu en personne à Niamey pour réaffirmer au général Tiani son souhait que le stock de Yolo Cake puisse à terme être exporté via Lomé. En avril, Moscou avait désigné son ministre de l'énergie, machin. En fait, je vais conclure maintenant par le commentaire et je reviens sur la caprice iranienne. Pourquoi les Russes n'ont pas
pas besoin de cet uranium, mais ils vont l'acheter avec les Biélorusses. C'est pour le donner aux Iraniens. Parce que les Iraniens, eux, en ont besoin. Les Russes, ils sont pleins d'uranium. Mais comme le Togo ne peut pas assumer l'intermédiaire directement avec l'Iran, ils ont mis en place un scénario où ce soit les Biélorusses ou les Russes ou les réseaux qui achètent l'uranium à un prix relativement bas et qui le revendent à l'Iran. Or, Faure Gnassingbé, qui fait le double jeu, est sous la protection d'Israël. Faure Gnassingbé est sous la protection des services de renseignement israéliens. Donc le Mossad, ce sont les Israéliens qui assurent la sécurité de Faure Gnassingbé. Mais est-ce que les Israéliens sont au courant que Faure a certainement, tu portes à le croire, des liens cachés avec l'Iran où il veut faire des transactions? Parce que pour de l'argent, lui, il est prêt à il joue sur tous les tableaux. Il joue sur tous les tableaux. Il est sous la protection des Israéliens. C'est les Israéliens qui assurent sa protection 1000%. Mais en même temps, il passe derrière eux certainement pour faire des transactions déguisées avec l'Iran. Je suis convaincu qu'il a des liens avec l'Iran. Parce que cette cargaison-là, c'est dit dans l'article, c'est la destination finale, c'est l'Iran. On va faire quelques investigations pour savoir si il a des trucs avec l'Iran. Et donc, vous voyez dans quoi le Togo est? Vous voyez dans quoi ils mettent le Togo? Donc, vous avez cet homme d'affaires qui sert de paravent. Vous avez un ministre de l'Agriculture qui ne s'occupe pas de l'agriculture. Vous avez des gens qui prennent l'argent de l'État, les sceaux de la République, qui font des voyages au Kirghizistan pour aller signer des faux documents de partenariat. Les ministres n'ont même pas lu les documents. On leur dit, viens t'asseoir, signe, viens t'asseoir, signe. Ce dont ils ont discuté, c'est entre les deux personnalités et l'intermédiaire. Personne ne sait de quoi il s'agit. Et le Togo veut gâter tout ce qui peut être du business au niveau du Sahel. Il y a la filière de l'or avec le Mali et le Burkina. Là, il y a plus ou moins des problèmes avec eux parce que il y avait ça avant. Maintenant, je pense que les Maliens et les Burkinabés eux-mêmes, ils ont créé leur propre filière, ce qui n'est pas du goût de Faure. Il doit pas être en deux. Et maintenant, il est tout le temps avec Tiani parce que il faut vendre ce uranium-là pour que lui et ses réseaux prennent leur part. Mais ce n'est pas seulement cette histoire de 200 millions de dollars qui est le plus important parce que 200 millions de dollars, c'est peu. Il doit avoir un autre business derrière toute cette histoire-là. Alors, l'arrivée de Wadani va peut-être rabattre les cartes. C'est là où je fais une analyse maintenant géopolitique. L'arrivée de Wadani et sa disponibilité à normaliser les relations avec les pays de l'AES, donc d'abord avec le Niger et ensuite avec le Burkina et le Mali, va participer à réduire tant soit peu l'influence de Faure Gnassingbé. Pourquoi? Parce que si la frontière s'ouvre entre le Bénin et le Niger ne trouvera plus trop dispensable Faure Gnassingbé dans leur jeu. C'est parce qu'il y avait cette crise-là que Faure Gnassingbé s'est invité comme acteur principal pour ces trois pays-là. Maintenant que le Bénin est en train de normaliser ses relations avec son allié naturel, parce que le Niger et le Bénin, ce sont des voisins naturels. Il y a une ligne discontinue, il y a une ligne continue entre eux. C'est des voisins naturels. Et l'uranium du Niger passait depuis longtemps au Niger, par le Bénin. C'est la voie la plus naturelle, la plus simple. Donc, la normalisation des relations aujourd'hui entre le Niger et le Bénin va réduire l'influence de Faure Gnassingbé et pas ricocher son rôle dans l'AES. Et ça, du côté de Lomé, puisque Lomé ne vit que des crises. Le régime du Togo ne vit que des crises. C'est des sapeurs-pompiers. C'est comment on dit ça? Médiateurs, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est l'expression méchante quand même un peu fatiguée. Pyromane pompier, voilà. Pyromane pompier. Donc Lomé ne vit que des crises. Donc, si la situation se normalise avec les pas de décrispation que Wadani est en train de faire avec le Niger, Tiani ne prendra plus le risque de faire passer l'uranium par le Togo et par le Burkina, où les djihadistes peuvent les attaquer. Il va préférer que cette histoire soit gérée avec le Niger, le Bénin, qui était la voie la plus naturelle. Et donc, ça risque de faire tomber à l'eau tout le business de Faure Gnassingbé. Et donc, voilà comment nous avons un président qui utilise la République, le Togo, pour ses affaires personnelles. Cet article a été écrit, je suis certain que ça a été écrit, tout ce qui a été éventré ici, ça a été fait par les services que vous pouvez imaginer, de là où je suis, pour le mettre en difficulté, pour lui dire que tout ce que tu fais là, on sait, on est au courant. Le double jeu que tu fais, on est au courant. Je suis convaincu que tous ces éléments, parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit que l'article est vrai à 99,99%. La manière dont on a décrit l'arrivée de Alexander, comment il a participé aux réunions, comment après il s'est mis en retrait avant la prise des photos, les Biélorusses, tout ça, tout a été documenté. Ça veut dire qu'il y a des services de renseignement de là où je suis qui ont fait un travail et c'est eux, on est dans un jeu de puissance qui ont éventré tout ça là pour montrer à la face le double jeu de Faure Gnassingbé. Et derrière cette histoire là, il y a certainement une connexion avec l'Iran parce que les Russes n'ont pas besoin de ce uranium. Et si cette connexion avec l'Iran s'avérait, les Israéliens ne doivent pas être très contents. Les Israéliens ne doivent pas être très contents. Ils doivent pas être très contents de Faure Gnassingbé. Donc ils assurent la sécurité. Et donc on voit bien que notre gars, il est en train de jouer sur tous les tableaux et c'est ce jeu là finalement qui va le faire perdre parce que à vouloir jouer entre les puissances alors que tu gères un bout de pays au lieu de t'occuper du Togo, de gérer le Togo et de développer le pays, tu es dans les histoires et c'est ça fondamentalement qui va être un élément majeur qui va faire basculer les gens. Et j'en suis convaincu. Voilà l'expression, la cupidité. Donc ce petit Togo là se retrouve dans tous
ces connexions, ces réseaux. Et généralement, à Lomé, quand ils font ces voyages-là, les invités, quand ils arrivent, ils atterrissent à la base aéroportée de Lomé, le BTL, la base des transports de Lomé. Pour que à l'aéroport, personne ne les voit embarquer. Donc, ils descendent avec leur jet privé, ils garent à la base aéroportée et c'est par là que leur jet décolle. Donc, personne n'est au courant, sauf les gens qui sont dans l'armée, qui sont à la base. C'est eux seuls qui sont au courant. Voilà. Donc, c'est des gens qui viennent incognito chez nous, qui atterrissent et qui garent leur avion au niveau de la base aéroportée. Les voitures viennent les chercher. Quand ils finissent, ils repartent. Voilà ce qui est en train de se passer avec notre pays. Et il fait tout ça, mais il n'engrange rien pour développer le Togo. Il fait tout ça, rien ne profite aux Togolais. Il fait tout ça, rien ne nous permet aujourd'hui de développer le Togo. C'est ça malheureusement ce qui se passe dans notre pays. Et donc, la situation des Togolais n'est pas son problème. Les Togolais peuvent mourir de faim, c'est pas son problème. Donc, quand lui prend son avion, il met 12 ministres pour aller au Kyrgyzstan, c'est pour aller faire un théâtre. C'est pour aller faire une simulation. Les ministres qui ont signé même les documents ne savent même pas s'ils ont signé. Vous imaginez, avec 2 jets privés, l'argent qui doit servir à équiper les hôpitaux, à construire les écoles, à donner des bourses aux étudiants, à paver les rues. Voilà, chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et cet article, il est là. C'est un très bon article, très documenté, qui montre dans quoi nous sommes. Le père aussi était dans ces choses-là. Et Adema était aussi dans ces choses-là, jusqu'en Angola et partout. Le père était dans ça. Vous imaginez des Ukrainiens qui étaient prêts à droner le port autonome de Lomé. C'est pour ça que les Russes sont venus mettre des anti-brouilleurs de drones aujourd'hui dans certains endroits sensibles. Vous savez que quand on a signé l'accord avec les Russes, il y a une délégation russe qui est arrivée avec le ministre russe de la Défense. Donc on n'a pas montré les images de la visite. La délégation qui le suivait, c'est des experts qui sont venus pour mettre un système anti-brouillage de drones dans certains endroits sensibles de Lomé, y compris le port. Parce que, effectivement, ils ont eu les échos que les Ukrainiens étaient prêts à droner ce navire-là et à droner le port autonome de Lomé au cas où on chargeait l'uranium. Donc voilà comment on expose le Togo. Voilà comment un individu expose le Togo à travers des activités opaques. Expose tout un pays. Et ces Ukrainiens avaient déjà attaqué un navire au large de Dakar. Ils ont coulé un navire au large de Dakar. Un navire fantôme russe au port de Dakar. Ça dit quel argent vous voulez? Quel argent vous voulez? Le ministre de l'Agriculture, Benbeni, au lieu d'aller régler les problèmes des cotonculteurs, des travailleurs, il est tout le temps parti. Tout le temps. Au lieu d'aller régler les problèmes, il est tout le temps parti. Donc, c'est cet article-là que j'ai voulu commenter avec vous, avec les ramifications, un certain nombre de ramifications que j'ai voulu commenter avec vous, pour que vous soyez au courant de ce que les gens sont en train de faire avec nos pays. Vous vous rappelez qu'au Kyrgyzstan, là-bas, on nous a dit que le Kyrgyzstan a signé un accord dans le domaine de l'éducation avec le Togo. Vous vous êtes pas posé la question de savoir qu'est-ce que le Kyrgyzstan va apporter en termes d'éducation au Togo. Et technologie, c'est pas quoi ils ont raconté tout un tas d'histoires. Tout ça, c'était du bluff. Donc, aujourd'hui, avec les Maliens, ça commence par se refroidir avec cette histoire du FLA. Les Maliens qui viennent de lancer un mandat d'arrêt contre les responsables du FLA. Avec les Français, c'est je t'aime moi non plus. Bon, ils sont là, ils font un jeu de phare. Et probablement avec les Israéliens aussi, si les éléments de preuve sortent vraiment, il y a cette connexion avec l'Iran. Les Israéliens aussi vont commencer par se dire, mais lui là, il veut se foutre de tout le monde. Et l'arrivée de Ouadani et sa démarche de normalisation avec les pays de l'AES va rebattre les cartes. Observons.